1789, la France est un empire colonial. Sa plus grande colonie est Saint-Domingue dans les Antilles, le premier producteur de sucre du monde grâce au travail de 450 000 esclaves. À Paris, la Révolution vote les droits de l'homme, mais il ne s'applique pas dans les colonies. À Saint-Domingue, les esclaves se soulèvent. Alors que les Britanniques menacent, ils arrachent l'abolition en 1793. Une décision généralisée à toutes les colonies françaises par la Convention le 4 février 1794, qui ne sera pas appliquée partout à cause du refus des colons. Par contre, à Saint-Domingue, la révolution est complète. La colonie est désormais gouvernée par un ancien esclave, Toussaint Louverture. C'est la situation que trouve Bonaparte lorsqu'il prend le pouvoir. Après avoir échoué en Égypte, il se tourne vers les Amériques. Il récupère la Louisiane et rêve d'un grand empire colonial français autour du golfe du Mexique, dont Saint-Domingue serait le cœur. Autour de lui, les colons et leurs alliés poussent pour le rétablissement de l'esclavage avec des arguments souvent marqués par le racisme. La fin de la guerre avec la Grande-Bretagne va permettre à la France de reprendre en main ses colonies au printemps 1802. Une armée débarque à Saint-Domingue et capture Toussaint Louverture. La France récupère la Martinique, que les colons avaient livrée aux Anglais pour ne pas abolir l'esclavage. Le 20 mai 1802, Bonaparte fait voter une loi pour y maintenir l'esclavage, ainsi qu'à la Réunion. Mais en Guadeloupe, des militaires noirs et métis résistent à la reconquête. Mené par Louis Delgrès, il préfère se suicider plutôt que de renoncer à la liberté. Pour punir le territoire, Bonaparte décide le 16 juillet 1802 d'y rétablir l'esclavage aboli en 1794. Cette nouvelle fait exploser Saint-Domingue. Les officiers et soldats noirs et métis s'unissent contre les Français. Alors que Toussaint Louverture meurt seul, en avril 1803 au fort de Joux dans le Jura, la guerre civile fait rage à Saint-Domingue et la guerre reprend avec les Anglais. Napoléon décide alors de renoncer à son rêve américain et revend la Louisiane aux États-Unis. Fin 1803, la défaite à Saint-Domingue est consommée. Les Français se retirent. Le 1er janvier 1804, la colonie devient indépendante sous le nom de Haïti. C'est la première fois qu'une révolte d'esclaves réussit et qu'un pays colonisé se libère par lui-même. Dans les autres colonies françaises, le pouvoir veut à tout prix éviter un nouveau Saint-Domingue. Il impose des mesures discriminatoires plus dures encore que sous l'Ancien Régime. Les décisions de Napoléon ont maintenu ou remis en esclavage 300 000 personnes. En 1815, sous la pression du Congrès de Vienne, Napoléon abolit la traite. La mesure ne sera pas appliquée. Dans toutes les colonies, les résistances continueront pendant 46 ans. L'esclavage ne sera aboli qu'en 1848. Voilà. Bon. Alors, bonsoir ou bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 29 mai 2021. Voilà. Je ne suis pas là pour me prendre en historien, hein, évidemment, parce que chacun son truc. Simplement, moi, je vais donner mon analyse par rapport à, justement, la commémoration pour la mort de Napoléon, premier Bonaparte. Napoléon Ier, c'est, comment dire, une personnalité très, très importante dans l'histoire de France et dans la vie des Français. En fait, j'ai vu que, évidemment, la polémique, mais qui est toujours propre à la France. Hein. Alors, donc, je me présente, Djoubian sur le net, hein, panafricain convaincu, et puis, accessoirement, je suis spécialiste de la France. Je me permets, je dis toujours que c'est pour répondre à des gens comme Antoine Glaser, Vincent Hugueux, Bernard Lougan, enfin la liste est longue. Hein, ils disent qu'ils sont spécialistes de l'Afrique. Donc moi, j'en avais ras-le-bol, j'ai dit bon, voilà, moi je suis spécialiste de la France. Enfin bon, bref, j'avais déjà parlé de ça dans d'autres vidéos auparavant. Donc, comme d'habitude, je vais donner mon point de vue, mon analyse sur cette situation-là. Les Français, les rapports qu'ils entretiennent avec l'Afrique, avec les Caraïbes, avec les Noirs, les Africains. Voilà. Napoléon, il faut savoir que à Paris, pour ceux qui ont la chance de venir à Paris en touriste ou de travailler à Paris, enfin, il y a à Paris, dans le 7e arrondissement, donc Paris a 20 arrondissements, donc là dans le 7e en l'occurrence, il y a un grand monument avec le dôme et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'hôtel des Invalides. Hein, c'est-à-dire que ça a été construit par Napoléon d'ailleurs, je crois. Et puis, tous les militaires qui avaient été blessés pendant la guerre, ils sont emmenés là pour être soignés. Bon, moi, pour des raisons familiales, j'ai eu la chance, enfin la chance. En tout cas, je connais l'hôtel des Invalides. Bon, enfin bref. Mais par contre, ce qui est extraordinaire, c'est que, alors que je connais très bien l'hôtel des Invalides, hein, j'ai eu l'occasion d'y aller il y a quelques décennies, je dirais,
ben, j'ai jamais eu comme ça le goût ou l'envie de rentrer pour aller visiter le tombeau de Napoléon. C'est extraordinaire. Maintenant, avec le recul, je me dis, mais il y a quelque chose. Comment ça se fait? Alors que, figurez-vous que les touristes viennent du monde entier. Quand ils viennent voir la Tour Eiffel, ils viennent voir le Mont Saint-Michel, ils viennent voir, et déjà encore le Sacré-Cœur. Il y a le tombeau de Napoléon qui est très très visité. Vous voyez? Mais moi, ça m'a jamais branché. Depuis toujours, hein, alors que je vous dis, ça fait depuis 1982 que je suis en France. Donc, vous comprenez bien que je connais un petit peu quand même. En tout cas, ce que je dis, c'est qu'on comprend beaucoup plus leur façon de nous voir que... voilà. Et donc, avec le recul, j'ai dit, mais c'est extra. Ben oui, parce que ce monsieur, c'est le bourreau de plusieurs, comment dire, j'allais dire, ethnies ou plusieurs êtres humains. Voilà, parce que c'était un champion, toute catégorie confondue pour faire la guerre. Bon, donc, ce monsieur, il est commémoré, hein, c'est-à-dire que, évidemment, les Français, comme d'habitude, sont les champions de la rhétorique et puis de t'embrouiller, hein, parce qu'ils disent qu'il ne faut pas confondre la commémoration et puis la célébration, enfin, que je t'embrouille, mais ça, ils sont champions du monde pour ça, hein, là, je leur donne un trophée sans discussion. Et donc, j'ai tellement compris tout leur fonctionnement, c'est vraiment l'art de l'embrouille, la marmaille, comme diraient les Ivoiriens aujourd'hui au XXIe siècle. Bon. Au fond, donc moi, ce que je constate, je dis quoi? Je dis, mais vous ne pouvez pas, comment dire, voilà, je termine. Donc le monument des Invalides, la chose là, voilà, de Napoléon, c'est à l'hôtel des Invalides à Paris dans le 7e, comme je disais, et puis c'est immense. D'ailleurs, je crois que j'ai plus vu, pour vous dire, de l'extérieur, de loin on voit, hein, pour vous dire, de l'extérieur, quand on est à l'extérieur, dehors, mais j'ai plus vu quand je regarde les images à la télévision ou dans les vidéos, voilà, comme ça, et je regarde un peu la taille des hommes, des hommes ou des femmes, enfin des êtres humains, et on voit bien la disproportion, c'est que c'est tellement immense ce truc-là, hein, son tombeau là. Bon. Et donc, quand on regarde l'histoire de France, je vous dis encore une fois, je ne me prends pas pour une historien, hein, voilà, parce que évidemment, il y a des gens qui ont qualité pour, qui ont la formation pour. Moi, je fais simplement l'analyse aujourd'hui, au XXIe siècle, comment les Français, voilà, justement, suite à cette histoire-là, sachant que Napoléon, quand on regarde justement l'histoire, il a créé beaucoup, beaucoup de choses. C'est extraordinaire. Vous voyez, donc ce que je constate, c'est que les gens disent, mais oui, mais il y a commémoration et tout, et puis alors que il a rétabli l'esclavage. C'est clair. Ah oui, c'est là où ça nous intéresse de plus près. Mais au fond, moi je me dis, mais si on dit de ne pas commémorer, aux Français de ne pas commémorer Napoléon, c'est autant leur dire que changer enfin, dites que vous n'êtes plus les Français. J'allais dire, c'est un peu comme certains pays qui vont changer de nom. Voilà. Et puis aussi d'identité. Donc, parce que Napoléon, c'est l'identité française. Même s'il est d'origine corse, alors bon, la Corse fait partie de la France. Bon. Et ça aussi, c'est intéressant à observer parce que, en parenthèse, pour ne pas oublier, il faut savoir que la Corse, en tant que région, en tant que département, ils reçoivent beaucoup, beaucoup plus de subventions, plus d'aide que les départements territoires d'outre-mer réunis. Voilà. Et ça doit interpeller les élus de ces départements et territoires, justement, et de ces régions-là. Voilà. C'est-à-dire la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, qui j'oublie encore. Voilà. La Nouvelle-Calédonie, tout ça, c'est un territoire, mais on va l'intégrer. Donc tout ça, les subventions qu'ils reçoivent, eh bien, réunies, la Corse qu'on lui verse, c'est beaucoup plus important. Voilà, donc à réfléchir. Voilà. Au fond, donc je disais que à Paris, toujours pour rester à Paris, avec, donc dans le 7e, et après, vous avez, pour vous comparer au niveau de la grandeur, vous avez le Panthéon, qui est pas loin de la Sorbonne, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Eh bien, le Panthéon, c'est là où repose, comme disent les grands hommes de France. Voilà. Et je dois dire que moi, j'ai beaucoup apprécié à l'époque, au décès de Aimé Césaire, grand monsieur que j'admire, pour vous dire. Eh bien, sa famille avait refusé, quand Nicolas Sarkozy, à l'époque, était président, avait demandé sur le transfert, en fait. Hein, Nicolas Sarkozy ou Hollande, en tout cas, voilà, ils avaient demandé le transfert de sa dépouille là-bas, et sa famille a refusé. J'étais trop fier, et vraiment, c'était la fierté du peuple martiniquais. Et parce que, à l'époque, quand ça s'était passé, je me suis dit, mais ce monsieur de son vivant, mais sa famille sait ce qu'il pensait de toutes ces espèces de mascarades, cette escroquerie-là, évidemment. Donc, comment, big up, total respect, que son âme repose en paix, ce très, très grand monsieur. Voilà, moi au niveau intellectuel, et puis aussi la classe, c'est des gens vraiment se dire, voilà, il n'y avait rien à dire quand ils étaient vivants. Faut se rappeler, vous avez des images d'archives encore pareilles, vous regardez sur Internet, Aimé Césaire, voilà, lui, il est martiniquais, fier d'être africain d'origine, alors que vous avez un Léopold Sédar Senghor, parce que c'est son compère, hein, ils sont connus à lui le Grand, dans des grands lycées parisiens, et bien,
le Sénégalais africain Senghor était beaucoup plus complexé, aliéné que Aimé Césaire. Moi, j'allais dire, voilà, qui se ressemble, ça ressemble. Moi, je me sens beaucoup plus proche, tout naturellement, d'Aimé Césaire. C'est pour ça que je le cite d'ailleurs très souvent, en tout cas en ce qui concerne des phrases de lui, comme il dit par exemple, le nègre, il t'emmerde. Il a même dit quand il avait 94 ans, c'est-à-dire quelques temps, juste avant qu'il meure, il avait encore la lucidité. C'est extraordinaire. Tout ça, pareil, vous les avez sur, comment dire, Internet, les images. Hein. Bon, donc pour revenir, pour dire que en fait, au Panthéon, vous avez donc la dépouille de plusieurs personnalités françaises hein, qui ont fait l'histoire de France, alors que Napoléon, lui, voilà, il est tout seul là dans son truc là, aux Invalides, avec le dôme, voilà, immense. Donc ça montre la personnalité, l'importance de la personne, en tout cas que lui accorde la France, et parce que c'est lui qui a fait la France qu'on vit aujourd'hui moderne. C'est extraordinaire. Donc j'ai dit tout s'explique. Et puis quand je pense au fait qu'il ait rétabli l'esclavage, mais j'ai dit, mais on est aujourd'hui là-dedans. C'est-à-dire que les francs CFA, là, pour moi, c'est la continuité de l'esclavage. Mais bien entendu, quand on est honnête intellectuellement, par contre, sans avoir l'agrégation en histoire, mais c'est du bon sens, et puis aussi c'est l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, mais le franc CFA et puis les bases militaires qui sont implantées là-bas dans toute l'Afrique, pratiquement. Vous voyez, je vous dis, effectivement, il y a les bases importantes comme en Côte d'Ivoire, à Abidjan, à Port-Boué, comme au Gabon, comme en République centrafricaine. Bon, je crois qu'avec le président Touadéra, là, ils ont remplacé par la MUSMA ou l'ONU, là, les escrocs. Là. Mais toujours est-il qu'ils ont le regard là-bas parce qu'il y a le Tchad, hein, où il y a des bases militaires, le Sénégal, un peu partout. Et puis même de pays anglophones, je pense pas en Afrique du Sud, où là, dans l'actualité, on nous dit quoi, M. Macron, il a été en visite, comment dire, au Rwanda. Bon, je ferai une vidéo sur Kagame, parce que c'est vrai qu'il y a un frère qui m'a envoyé un message, il m'a dit s'il voulait avoir mon point de vue. J'ai prévu auparavant, même, avant même qu'il m'envoie ça, mais quand il m'a envoyé, dit, bon, tiens, ça m'encourage à le faire, pour donner mon point de vue sur Kagame. Bon, je le dis souvent, hein, mais bon, là, je vais pouvoir élever le débat, parce que moi, c'est une réflexion beaucoup plus large en ce qui concerne Kagame. Vous voyez, déjà, avant ça, ce que j'ai appris, c'est que, figurez-vous que Macron, quand il est arrivé là dans l'actualité, au Rwanda, là, c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes le 29, donc il a dû arriver, je crois, le 27 au Rwanda, 27 mai 2021, voilà. Il a été reçu par un ministre de Kagame. Écoutez bien, c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kagame, quand il est venu ici en visite, euh, en tout cas, il y a une de ces visites où il a été reçu par un ministre. Voilà, c'est un ministre qui a été l'accueillir. Ça, par contre, c'est une pratique française vis-à-vis des chefs d'État africains. Et donc, je me dis, moi, j'ai peut-être pas le souvenir, mais dites-moi dans les commentaires, hormis Kagame, quel est le président africain qui n'est pas allé accueillir son homologue français, c'est-à-dire les dirigeants français, hein, De Gaulle, après Pompidou, après Giscard d'Estaing, après François Mitterrand, après Jacques Chirac, après Nicolas Sarkozy, après François Hollande, et maintenant on a affaire à Macron. Dites-moi, hein, quel chef d'État africain n'est pas allé chercher directement ce qu'a fait, je veux dire, ce qu'a fait Kagame là. Voilà. Il a rendu la monnaie. Et c'est bien pour ça que je dis, jamais je veux le considérer Kagame au grand leader comme Thomas Sankara, comme Modibo Keïta, comme Sylviane Olympio, comme Patrice Lumumba, Emery. Hein. Vous voyez, les grands, je ne vais pas les comparer. Mais par contre, je dis, aujourd'hui, au XXIe siècle, n'empêche que si on le compare avec tout le reste là, voilà, c'est celui qui est le plus craint et puis c'est celui qui fait de la politique. Mais oui, parce qu'il est stratège. Alors, c'est vrai que certains frères sont en train de dire qu'il faut qu'ils s'inquiètent, parce que c'est vrai, moi aussi, je suis un peu déçu que là, il essaie de renouer. Là, je ne sais pas si il est flatté par son orgueil, le fait qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont forts hein, pour flatter les gens, les Français. Alors là, c'est pour ça que je ne cache pas de magicien. Ouais. Bon, maintenant, il faut avoir du recul, parce que quand on fait le bilan, c'est zéro. Hein, on a perdu du temps, on a perdu des êtres, hein, parce qu'avec les assassinats des dirigeants les plus importants, les plus gros cerveaux, les personnes vraiment les plus chères, les plus en fait, on a une fois par siècle des gens comme Sankara, enfin, et encore, il faudrait aller voir. Vous voyez? Donc, alors, pour revenir sur notre discussion, Napoléon, et figurez-vous que, bon, c'est, comment dire, une très, très grande personnalité française, donc on ne peut pas. Voilà. Pour moi, j'ai dit, je n'étais pas surpris qu'il soit célébré, parce que je dis, le peu que je sais sur l'histoire de la France, et puis son histoire à lui, je dis, mais non, mais écoutez, si je commence à vous énumérer ce qu'il a fait, hein, on n'a pas idée, qui sont là aujourd'hui en vigueur. J'ai noté un peu, évidemment. Donc, par exemple, alors Napoléon, hein, donc j'ai dit qu'il a rétabli l'esclavage, et puis la petite vidéo que j'ai montée en, comment on appelle ça, en introduction, vous voyez, hein, il explique les raisons. Hein, voilà.
on nous dit quoi? On nous dit que, par exemple, il y a eu en 1789 euh, les droits de l'homme, voilà, machin, tout ça, habituellement. Mais sauf qu'on aurait pu penser qu'à cette époque-là, ils auraient pu, au même moment, abolir l'esclavage. Non, c'est 5 ans après qu'ils abolissent l'esclavage. Et encore, c'est théorique. Vous voyez, parce qu'on fait payer les prix à, comment dire, Saint-Domingue, à Haïti, là, même jusqu'à aujourd'hui, paye encore le prix hein, d'être le premier pays où les Noirs ont leur indépendance. Haïti. Voilà. Et moi, je dis comme les Haïtiens, les frères haïtiens, je dis Haïti chérie. Évidemment, un jour, j'espère pouvoir avoir la chance d'aller là-bas, parce que c'est extraordinaire. Vous voyez, on fait payer le prix. Pourquoi ils ont eu ce courage avec tout ça l'ouverture de pouvoir se libérer et puis d'avoir battu l'armée de Napoléon. Vous voyez, c'est très passionnant. Donc Haïti paie le prix. Maintenant, bon, personnellement, encore là, je vais vous dire ce que je ne comprends pas. Par contre, c'est les frères haïtiens qui habitent aux États-Unis. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'essaie de faire un peu le rapport avec les Cubains. Et voilà. Vous voyez, donc c'est bon, c'est quand même difficile. Hein, mais moi, j'ai toujours, personnellement, quand je me pose des questions, je dis, je ne comprends pas. Je comprends pas. Enfin bon, c'est pas aussi évident que ça, mais toujours est-il que, vous voyez bien, tous ceux qui ont eu des rapports avec la France, mais c'est incroyable. Cette espèce de mépris, et le mot est faible là encore. Vous voyez, Haïti préfigure évidemment tout ce que vivent aujourd'hui les pays africains, sous domination française, sous la tutelle française. Donc, il a une formation militaire très pointue, et très poussée, très douée, de sa génération d'ailleurs. Et donc, quand la révolution éclate, il prend fait et cause pour la révolution. Voilà, donc il est du côté républicain, hein, voilà. Et puis, comment dire, voilà, on explique qu'il c'est un très grand, il a des très grands talents de stratège hein, qui lui permettent de gagner voilà, beaucoup de batailles. Hein. Il a gagné pas mal de batailles, même pour vous dire quoi, au total, il a livré 86 batailles et il en a gagné 77. Il a perdu que 9. Donc le compte est, voilà. Mais bon, il a perdu à la fin. C'était Waterloo, c'est le plus connu, hein, enfin, bon, en tout cas, parce que tout le monde s'est mis contre lui, parce qu'il était très gourmand. Parce que c'est vrai qu'il avait pu élargir son champ de bataille en récupérant plein de trucs, notamment l'Espagne, l'Italie, la Prusse, c'est-à-dire l'Allemagne d'époque, la Belgique, la Hollande, tout ça, il avait récupéré tout ça. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Mais c'est impressionnant. Et c'est ça que la France fait aujourd'hui. Alors elle a du mal parce que, évidemment, c'est ce que j'explique, j'ai dit que la génération d'aujourd'hui vivent sur ce que les gars comme Napoléon ont fait en 1700, en 1800. Vous vous rendez compte? Donc eux, ils branlent rien. Ils ne branlent rien. C'est pour ça que je dis qu'ils sont d'ailleurs en décalage avec la réalité, parce qu'on est au XXIe siècle. Eux, les Africains, les Noirs avec qui ils ont affaire, mais en fait, on cogite autant que vous. Bon, ça ne veut pas dire que les Noirs d'avant, ils ne cogitaient pas, mais c'est qu'il y a eu un flottement là quand on regarde l'histoire de l'humanité, notamment pour ce qui concerne les Noirs, puisqu'on dit il y a eu la grandeur noire à l'époque égyptienne. Donc il y a eu un problème là. Bon, là, je ne suis pas très qualifié aussi, il y a des gens très qualifiés, notamment le professeur Cheikh Anta Diop. Il faut regarder ses conférences, il faut regarder ses interviews, il explique tout ça de A à Z. Voilà, très pointu, un total respect. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au pouvoir, je crois, en 1799 par un coup d'État. Voilà. Alors que les coups d'État, là, bon, aujourd'hui, c'est ce que vivent les pays africains. Sauf que les pays africains, ce sont les Français qui manipulent, les Occidentaux en général, et puis les Français en particulier, qui manipulent tout le monde. Sinon, s'ils laissaient les Africains vivre leur vie, voilà, tout se passerait très bien, parce qu'il y a la tradition africaine. Vous voyez? Donc c'est clair. Donc c'est pour ça que quand je regarde l'histoire, là, c'est très passionnant hein, de faire une espèce de parallèle ou d'analogie, et puis de voir comment ça, voilà, on ne peut pas imaginer quand on ne sait pas, on croit qu'ici, il n'y a pas eu de coup d'État. Si, Napoléon il a inauguré ça, et puis voilà, il a même fait à plusieurs reprises. Hein, voilà, donc il inaugure en 1799, après il a remis ça encore. Bon. Et donc il se fait nommer empereur en 1804. Voilà, tranquille le mec. Voilà. Donc c'est pour ça que vous voyez l'histoire d'empereur. Je me dis, mais des gens comme Idriss Déby, parce que lui, avant qu'il se fasse dégommer, il s'est fait nommer là, empereur. Alors à l'époque, dans les interviews, il disait que voilà, c'est le peuple ou c'est le Parlement qui a. Et c'était pas lui, c'était le Parlement qui a voulu tuer des conneries. Bon, mais moi je crois qu'il y a des Français qui ont dû lui souffler ça comme d'habitude, hein, ils l'ont blagué. Alors que ça, eux, c'est leur totem, parce que c'est leurs grands hommes qui ont été empereurs, notamment Napoléon, et pas n'importe qui, vous voyez. Donc, il y avait aussi l'expérience de Bokassa, empereur. Là aussi, je suis sûr qu'à l'époque, ils ont dû lui souffler ça, le flatter, et puis il a eu beaucoup d'argent dépensé. Lui, il a été le toutou de Giscard d'Estaing. Il faut regarder les images pitoyables où il est tellement humilié que Giscard va jusqu'à coucher avec sa femme et puis lui faire même un enfant. C'est un truc de dingue, hein, truc de malade. Humiliation poussée à son extrême. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a encore Mobutu Sese Seko. Tout ça, ils sont fait empereurs. Et alors, le seul anglophone, c'était côté celui pour qui moi j'ai beaucoup plus de considération, c'est-à-dire Idi Amin Dada. Ah oui, je dirais même quelquefois, je dis ça, c'est le père des rappeurs.
Enfin, les rappeurs, les durs, hein, hardcore. C'est pas les gens qui sont là pour les gonzesses et machin. Bon. Enfin, bon, bref, je vais pas aller là parce que c'est pas le sujet. Hein. Donc, en fait, Napoléon, je vous dis, c'est une personnalité très, très importante dans l'histoire de France et puis dans la vie des Français. C'est lui qui fait la France, Napoléon. Enfin, je veux dire que quand tu regardes la France d'aujourd'hui, ben, tout à l'heure, je vais vous énumérer, je vais vous dire ce qu'il a mis en place. Entre autres, hein, je n'ai pas une liste exhaustive, mais en tout cas, déjà, le peu que j'ai pris là, c'est très, très important. Hein. Donc, ils expliquent que quand l'Empire a atteint son apogée, voilà, c'était en ce moment-là qu'il avait pu conquérir ces territoires-là, notamment, je vous dis, j'ai rappelé tout à l'heure l'Espagne, l'Italie, la Hollande, la Prusse, c'est-à-dire l'Allemagne, et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? La Belgique, voilà. Et tout ça, il avait récupéré. Bon. Et donc, on explique qu'il avait une connaissance encyclopédique de l'art de la guerre. Voilà. Autant dire que le mec, pour sa génération, c'était dire qu'il était brillant, c'était peu que de le dire. Bon, moi, je ne suis pas dans l'admiration, là, je suis simplement en train de faire un constat et de dire qu'il faut en tirer des leçons. Ben oui, là où le bas blesse, c'est qu'au fond, euh, j'ai dit les Français sont à l'aise pour commémorer ça parce qu'ils voient bien, ils nous dominent. Et voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Regardez, là aussi pareil, c'est mon bon sens. J'ai dit, on est au XXIe siècle, hein, nous sommes là en mai 2021. Intéressez-vous dans les différents pays là où vous avez voilà, la Côte d'Ivoire, bon, il y a un peu Burkina Faso, le Niger, hein, qu'est-ce qu'il y a encore, le Sénégal, hein, le Mali, et tout ça avec le Tchad, bon, là, vous voyez, là, les 15 là, du CFA, et 15, y compris les Comores. Mais j'ai dit, intéressez-vous là-bas, les ponts, les boulevards, les rues, les noms que portent les lycées, hein, les établissements, les universités, ils portent les noms français. Hein. Ou même moi en Côte d'Ivoire, je suis originaire de la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a le camp Gallieni. Le camp Gallieni, moi, c'est toute mon enfance, parce que c'est avant d'arriver au plateau, là, quand tu viens d'Adjamé, hein, le camp militaire très important, mais le camp Gallieni. Or, Gallieni, c'est un des plus puissants colons, mais qui a fait du mal aux Noirs, vous voyez. Et tout ça, ça existe encore aujourd'hui au XXIe siècle, vous voyez. Donc, boulevard Giscard d'Estaing, pont du Général de Gaulle, tout ça est là-bas encore, les lycées français, plein de trucs comme ça. Donc, je veux dire, à partir du moment où tout ça n'est pas remis en cause, tout ça n'est pas, comment dire, balayé, c'est de ça dont il s'agit. Je me rappelle le frère Kémy, il avait une très belle initiative là, il y a quelques temps, où il avait organisé un concours, d'ailleurs je ne sais même pas où c'en est, mais il avait demandé aux jeunes gens là d'aller écouter, déboulonner tout ça, et puis chacun allait gagner un prix, je crois, mais je ne sais plus comment ça s'est terminé. En tout cas, c'est une très très bonne idée. Mais moi, au début, quand j'ai vu ça, je dis, mais on en est arrivé là. Oui, bah, parce qu'alors que, normalement, prise de conscience, et encore faut-il que, regardez, là aussi pareil, j'ai dit, mais avant toute chose, c'est les programmes scolaires en Afrique. Voilà. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est dans les bouquins d'histoire? Est-ce qu'on étudie à fond des gens comme on a justement Cheikh Anta Diop? C'est l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on étudie? Toujours pareil, hein, les programmes sont faits ici d'ailleurs. Donc, en fait, c'est ça, la réflexion, j'ai dit, il n'y a même pas besoin de pousser beaucoup, c'est juste du bon sens et de se dire, mais à partir du moment où nous-mêmes, qui sommes les premiers concernés, on n'est même pas encore débarrassé, donc c'est à cause de l'aliénation, à cause du complexe et la corruption, là ça vient couronner le tout. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que eux ici, comment dire, Napoléon, non, c'est une référence absolue pour eux, sur le plan moral, sur le plan intellectuel et sur le plan social, tout ce que vous voulez, il a tout mis en place. Maintenant, je vous fais la liste. Vous voyez? Donc, quelque part, il a inventé le service militaire, par exemple, à son époque, c'était tu venais, hein, tu étais recruté à l'âge de 20 ans et tu restais 5 ans. Et avec le temps, après, on est passé à 2 ans, après, on est passé à 1 an, et puis après 6 mois, et puis après, maintenant, il n'y a même plus. Bon, et en tous les cas, c'est lui qui est à l'origine de tout ça. Et puis maintenant, quand je fais la liste, vous allez voir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, c'est lui qui a inventé enfin, qui a mis en place les préfets. Vous voyez, pareil, dans les pays sous tutelle, là, les colons, là, les enclos, là, comme dirait la sœur Yamb, eh ben, il y a les préfets, c'est Napoléon, hein, à qui on le doit. Donc à son époque, par contre, lui, il nomme lui-même les juges, enfin, il nomme les juges, alors qu'auparavant, il paraît que les juges étaient élus. Mais bon, là aussi, pareil, aujourd'hui, ça continue parce que, comment dire, le ministère le garde des Sceaux, et puis le Premier ministre, il nomme les juges. Hein. Alors, il y a des juges, comment dire, des juges du siège, et puis les juges qui soi-disant sont libres, alors que non, en fait, en France, tout est contrôlé. Voilà. Moi, j'ai dit toujours que mes références absolues sont les pays nordiques. Hein. La Finlande, la Suède, la Norvège, qui est encore un petit peu la Suisse, hein. Et puis, mais en tout cas plus au nord, là, ils sont intègres. Hein. Tout ça pour la gestion du bien public. Hein. Voilà. Ça n'a rien à voir avec
la France là qui est disqualifiée. Je l'ai disqualifiée depuis depuis toujours, j'allais dire. Mais oui, parce que je dis, si les pays africains voyaient que là, ils savent pas ce que c'est que le fonctionnement, l'expérience démocratique, mais c'est parce que la France qui est... euh, parce que eux, c'est des enfants de cœur, hein, comme je dis souvent. La France, c'est la mère, la tutrice, mais elle n'a pas l'expérience démocratique. Hein. Elle n'a pas toujours eu. J'ai pas envie de dire, quelquefois j'ai envie de dire elle n'a jamais eu, mais on va dire qu'elle n'a pas toujours eu. On va se montrer un peu gentil. Vous voyez? Et bien à partir de là, comment voulez-vous que ceux qui passent leur temps à copier sur la France, comment voulez-vous qu'ils fassent bien? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on en est là. Les choses sont claires pour moi. Donc, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la Banque de France. Oh, la Banque de France, pareil, on revient au franc CFA. Vous voyez? Le rôle que joue la Banque de France par rapport au franc CFA. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il crée encore? Donc, il crée donc voilà la Banque de France et puis le franc germinal, hein, le pognon hein, qui était gagné et puis qui était aussi comment dire gagé voilà gagé sur l'or, voilà, l'or que nous on a, hein, l'or ça vient de l'Afrique. Et bien eux ils ont tout récupéré et ici ils continuent même avec ce qui se passe au Mali. Hein. Les Maliens ils ont beaucoup d'or et donc ils vont là-bas avec l'histoire de comment on appelle ça, la zone comme ça, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de mérite, là, les jeunes soldats, là, hein, les colonels, là, qui sont actuellement en train de faire le ménage et puis signer avec les Russes pour qu'ils viennent voilà, libérer le pays une bonne fois pour toutes. Et puis botter dehors les soldats français qui sont là juste pour déstabiliser toute l'Afrique en général et puis là le Mali notamment. Bon, qu'est-ce qu'on dit encore? Il crée le cadastre. Voilà. C'est important, hein, ça veut pour justement la répartition des terres, et puis c'est lui qui a créé ça hein, à l'époque, vous voyez. Énorme le mec. Donc c'est pour pouvoir récupérer les impôts, hein, parce qu'évidemment, une fois que les choses sont définies, les choses sont déterminées, les choses sont... Voilà, et ça permet de savoir à qui il appartient, parce qu'à un moment donné, pour pouvoir récupérer des sous, encore faut-il savoir qui est propriétaire de quoi. Voilà, donc le cadastre, c'est lui, hein, encore Napoléon. Vous vous rendez compte? Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? euh, il a pu réconcilier l'État avec l'Église, hein, parce qu'après il y avait une brouille là, hein, parce qu'évidemment il y avait la France. On dit la France est considérée, soi-disant, enfin en tout cas c'est connu comme étant la fille de l'Église, la fille aînée de l'Église, quelque chose comme ça. Bon, ils sont très très catholiques. Bon, bon, encore là, je laisse là aux spécialistes pour pouvoir faire leur exposer là-dessus. Hein. Donc c'est lui qui a fait aussi reconnaître la liberté de culte, hein, et il crée les lycées et par la même occasion le baccalauréat. Vous voyez, le découlement, c'est extraordinaire. Il fait donc rédiger le code civil. Le code civil, là, le code rouge, là, voilà, c'est lui qui fait rédiger ça. Et à l'époque même, on l'appelait le code Napoléon. Or, le code civil, il régit la vie sociale. C'est extraordinaire. La vie en société, quoi, le code civil. Après, ils vont venir les autres codes, le code pénal, code agricole, tout ce que vous voulez, tout code de la route, tout ce que vous voulez. Hein. Mais au départ, code civil, voilà. Et mec, et puis aujourd'hui, voilà, tout le monde travaille là-dessus, en tout cas, zone francophone. Puis même, par exemple, qu'il y a certains pays européens aussi qui ont été influencés. Évidemment, ceux qu'il a pu, évidemment, annexer, là. Hein. Il crée la Légion d'honneur. Bon, là, ils se font plaisir hein, avec truc et cuisson, là. Hein. Ou un pins, je sais pas, bon. Et puis, il a centralisé l'État hein, tout en gardant les acquis de la Révolution. Donc là, il y a un côté très, ce qu'ils appellent les Jacobins, hein, parce que vous avez les Jacobins qui s'opposaient aux Girondins. Les Jacobins, c'est les centralisateurs qui voulaient l'État central, et c'est ce qui se passe même jusqu'au XXIe siècle. Voilà, donc toujours, on est sur l'influence jusqu'à mis en place Napoléon, jusqu'à aujourd'hui au XXIe siècle, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les autres, là, ils sont peinards, hein, ils se contentent de suivre comme ça, aveuglés, mais c'est pour ça que là, ils ont du mal. Parce que là, je vous dis, là maintenant, là, à la différence des anglo-saxons, qui eux sont pragmatiques. Donc, un peu comme quand vous prenez une voiture, quand vous arrivez à un virage, vous rétrogradez. Or, les Français, ils sont en train de rentrer dans le décor, mais comme ils sont dans une espèce de complexe de supériorité, eh ben, ils continuent la route, alors que ça y est, c'est le décor, là. Et là, maintenant, tu te dis, bon, ceux qui se disent qu'ils sont intellectuels français, là, les caucasiens qui se disent intellectuels, mais c'est le moment de justement réveiller la conscience. Mais non, c'est dû au fait que l'oligarchie dans ce pays tient tout le monde. Tout le monde est tenu par les couilles. Tout le monde est dans la corruption. Donc voilà, ça. Voilà le stade des courses. Hein. Faut pas aller chercher midi à 14 là encore. Faut juste faire preuve d'honnêteté intellectuelle et de bon sens. Voilà, ce qui est mon cas. Vous voyez? Donc, après la Légion d'honneur, hein, et puis j'ai parlé de centralisation, après il crée aussi le Conseil d'État. Voilà, le Conseil d'État, c'est la haute juridiction administrative en France. Et puis c'est pareil, je crois que les pays africains ils copient pareil aussi. Puis qu'est-ce qu'il y a encore? La Banque de France, ça je l'ai dit tout à l'heure, et puis la Cour des comptes, voilà. Donc la Cour des comptes, c'est aussi pareil, hein,
très très important. Je m'arrête là pour énumérer. Je dis c'est pas exhaustif parce qu'il y a encore d'autres trucs. La Cour des comptes, évidemment, pour vérifier la gestion de tout ce qui est sur la entreprise et sociétés publiques. Voilà. Quand on vote à l'Assemblée là-bas les budgets pour dire voilà c'est pour tel organisme public, eh bien, la Cour des comptes elle est là pour vérifier chaque année. Elle rend même des rapports. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, je l'ai dit dans des vidéos très anciennes, j'ai dit mais comment ça se fait que la Cour des comptes elle rend des rapports et ça, la presse ils font juste écho et puis après on met dans les tiroirs. Mais ça c'est justement pour cette raison-là, avec le recul, je dis mais la France est une république bananière. Et puis, comment dire, à vrai dire, la réflexion, c'est toujours de se dire, mais c'est grâce à l'Afrique que la démocratie française, elle existe. Et donc vous comprenez, Napoléon, plus que jamais, pourquoi il est vivant, mais parce que les bases militaires, mais Napoléon, c'est un militaire, et puis vraiment un militaire dans l'excellence. Vous voyez, bon, même il a été battu par Toussaint Louverture. Dans tous les cas, je vous ai donné le décompte tout à l'heure, le mec, il a perdu que 9 sur 86. Hein, je crois, si je ne me trompe pas, j'avais dit tout à l'heure. 86 batailles, hein, il en a gagné 77. Vous voyez, il a perdu 9. Bon, même si c'est vrai que dans les 9, il y a les plus importants. Donc voilà, toujours dans la réflexion, c'est de dire que moi maintenant, je vous dis plus le temps passe, puis je dis mais j'accorde aucun crédit à tous ces intellectuels-là, français et africains encore moins. Parce que tout le monde est dans la corruption. Très rares sont les gens comme ça qui sortent du lot pour chercher la vérité, mais simplement parce que tout le monde est tenu par le matériel. Voilà. Je ne dis pas à 100%, mais je dis à ceux qui sont à résister par rapport au matériel, ils sont très rares, notamment les panafricains. Quand je dis notamment, c'est que les panafricains en général, bon, c'est nous autres, on veut, pour l'intérêt général, qu'on laisse l'Afrique en paix, l'Afrique en paix, l'Afrique puisse se développer, qu'elle puisse s'en sortir elle-même. Alors que les Français, comme ils savent que c'est grâce à l'Afrique qu'ils ont leur salut, mais ça va se passer dans la douleur, malheureusement. Oui, alors que les gens ils disent qu'ils sont évolués, ils disent qu'ils sont civilisés. Or, dans le résultat des courses, ça, ce n'est que théorique, dans la pratique, il n'y a rien. Non, non, ça devient de pire en pire. Je dis même qu'on est dans le chaos de la civilisation occidentale. C'est le chaos total. Eh oui, parce que, pareil, pour ne pas oublier, moi, la réflexion, c'est quoi? C'est de dire, mais il fut un temps où ils ont encouragé dans ce pays, quand ils ont créé, par exemple, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, c'est-à-dire qu'ils encourageaient les gens à faire des enfants. Bon, c'était pour ça que ça a été même mis en place. Pour le coup, c'était le général de Gaulle, je crois, après la Seconde Guerre, si je me trompe pas. Et donc, la France, justement, par rapport aux autres pays européens, était un des pays, bon, aujourd'hui encore, mais ça commence maintenant à baisser, hein, parce que, vous voyez, les naissances, voilà. Alors que, on va dire, jusqu'en dans les années 80, 90, et puis au début des années 2000, la France était en tête, hein, devant l'Italie, qui là en chute libre, l'Allemagne encore, c'est pire, voilà, au niveau démographique, j'entends. Mais ces gens-là, au fil des décennies, au fil du temps, ils ont donc prôné maintenant que non, il faut jouer individualiste à fond, et du coup, on n'encourage plus, hein, parce qu'il n'y a plus d'argent, hein, voilà. Et on se toujours à se demander, mais l'argent qui pille à l'Afrique, les 440 milliards d'euros qui sont pris chaque année à l'Afrique depuis belle lurette, enfin j'allais dire depuis que ça a été mis en place le franc CFA, là, qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là? Et à un moment donné, il va falloir faire l'audit. Les spécialistes l'ont démontré, hein, je pense notamment au professeur Mamadou Koulibaly. Bon, donc c'est de ça dont il s'agit. Et la nouvelle génération aujourd'hui, c'est plus que jamais de s'affranchir de cette tutelle française. Voilà. Il y va de notre dignité, il y va des intérêts de nous-mêmes et puis des générations à venir. C'est clair. Et moi je dis, compte tenu de mon expérience de vie ici, je vois très bien comment les choses se passent. Là, en fait, il y a une classe politique, une classe élite là qui est perdue. Voilà, parce qu'ils ont eu trop de pouvoir. C'est ça, moi, dans ma réflexion personnelle. Hein. Je dis, il faut un équilibre. Et quand il y a l'équilibre, tout le monde est gagnant. Mais ils se sont appropriés tout. Et puis maintenant, là, ils sont perdus parce que c'est que des mises en scène. C'est de la mise en scène, hein, la vie politique en France. Voilà, c'est un semblant, c'est pas vrai. Et tout ça, c'est l'argent africain qui permet cette animation-là. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat français. Tout ça, c'est que du folklore. Les choses sont claires. Je vous dis, quand je compare la France aux pays africains, elle est en tête. Mais par contre, comme j'aime comparer ce qui est comparable, par contre, je vais comparer la France aux pays européens. Et je dis, la France est disqualifiée d'entrée de jeu. Ah oui.
C'est-à-dire des pays comme le Portugal, alors que c'est des démocraties beaucoup plus récentes, ils sont en avance. Italie, en avance. L'Espagne, en avance sur le plan démocratique. Vous voyez? Et maintenant, quand on veut monter encore de gamme, on prend la Suisse. On veut monter encore de gamme. Là, maintenant, le top des tops, comme d'habitude, je vais parler des pays nordiques, comme vous savez, j'ai pour l'habitude de les citer. Donc, les choses sont claires. Hein. Si les pays africains ont du mal dans des situations comme ça, où on ne sait pas ce que c'est que l'expérience démocratique, excusez-moi, c'est parce que la France, elle ne l'est pas. Et comme eux, ils copient sur la France, mais tout ceci explique cela. Vous voyez? C'est clair. Vous voyez très bien que dans la plupart de ces pays-là, j'allais dire 99%, si ce n'est même pas 100%, en général, 99% en tout cas, c'est que des civils. Or, depuis quelques temps, il y a eu beaucoup de morts, alors que c'est les civils qui sont au pouvoir. C'est-à-dire que si on fait encore pareil une étude, on va voir que quand les militaires étaient au pouvoir, il y a beaucoup moins en Afrique que là, quand il y a eu des civils. Là. Ah oui, oui, c'est clair. C'est clair, pour moi. Ah oui. Parce que les mecs, ils se maintiennent au pouvoir. Voilà. Ils sont tranquilles. C'est juste de la théorie, c'est que du mensonge, l'escroquerie, les tests ils s'en foutent. Troisième mandat, là ils font encore l'apologie pour voilà, se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et même si on coupe la tête des enfants, des jeunes, de n'importe qui, c'est pas leur problème. Ils sont à un autre niveau, vous voyez. Mais comme je vous dis, on lâchera rien parce qu'il est question de défendre la vérité. Il est question de défendre l'honneur. Il est question de défendre les intérêts des Africains et non pas des imposteurs, de ces menteurs-là qui n'auront pas le dernier mot. Voilà, c'est la vérité qui aura le dernier mot. Merci à vous pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.